Dans une ville française moderne, au cœur d'un pays en proie à des tensions sociales croissantes, les lignes de fracture devenaient de plus en plus visibles. Les bavures policières alimentaient les débats télévisés du soir, les manifestations contre les abus de pouvoir s'intensifiaient, et la méfiance entre les institutions armées, police, justice atteignait des sommets silencieux, mais lourds. Dans cette France en mutation, où l'autorité se cherchait une nouvelle légitimité, un événement allait bouleverser l'ordre établi et devenir, pour beaucoup, le symbole d'un malaise profond. Le lieutenant-colonel Aïssata Dia incarnait un paradoxe vivant. Femme noire issue d'une cité de Seine-Saint-Denis, elle portait l'uniforme avec un mélange rare de rigueur et d'élégance. À 42 ans, elle avait connu le tumulte des conflits extérieurs, Afghanistan, Mali, Liban et la rigueur des académies militaires françaises. Rien ne lui avait été offert. Tout avait été arraché. Médaillée, respectée, parfois crainte, elle n'avait jamais oublié ses racines, ni le regard soupçonneux que certains continuaient de poser sur elle, malgré ses galons. Elle le sentait, même en uniforme. Pour certains, elle restait hors norme. Ce matin-là, Aïssata s'était levée tôt. Elle relisait, comme à son habitude, ses notes mentales dans le silence d'une cuisine baignée par la lumière pâle d'un hiver parisien. Elle devait participer à une réunion stratégique de haut niveau dans un centre militaire discret, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Une mission de confiance, en comité restreint, où devaient être discutées des réformes sensibles liées à la cybersécurité militaire et à la coopération entre services armés. Elle portait des vêtements civils sobres, pantalon droit, chemise bleue, manteau noir bien taillé, mais dans sa voiture banalisée, une plaque spéciale et sa carte d'identité militaire placée en évidence sur le tableau de bord signalaient clairement son statut. Ce n'était pas une journée comme les autres. Elle le savait. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette journée serait retenue non pour ses travaux, mais pour une confrontation qu'aucune formation ne l'avait préparée à vivre, du moins, pas en sol français. À l'approche du centre sécurisé, situé dans une zone semi-rurale, Aïssata remarqua les gyrophares au loin. Un barrage temporaire avait été installé. Selon les consignes reçues plus tôt, cela faisait partie d'un exercice de sécurité renforcé après des menaces numériques repérées sur le réseau intranet militaire. Rien de inhabituel. Elle ralentit en douceur. Devant elle, des agents de police filtraient les véhicules. Parmi eux, un visage jeune, tendu, visiblement tendu par l'adrénaline et le poids de son gilet pare-balles. Julien Morel, tout juste sorti de l'école de police. À 27 ans, il était animé d'un zèle maladroit, gonflé d'une autorité encore instable. Julien avait grandi dans un petit village, avait rejoint la police par vocation, mais aussi par désir de reconnaissance. Il croyait dur comme fer que la menace pouvait surgir de n'importe où et ce matin-là, son instinct, nourri davantage par l'imaginaire médiatique que par l'expérience, lui cria qu'il fallait se méfier. Quand il vit cette femme noire au volant d'un véhicule officiel, seule, le doute l'envahit. Son cerveau ne voyait pas une militaire de haut rang en mission. Il voyait une possible imposture. Une infiltration. Un danger. Il leva brutalement le bras pour ordonner l'arrêt. Aïssata, sereine, s'exécuta. Elle coupa le moteur et baissa la vitre. Bonjour, agent. Je suis attendue à l'intérieur. Voici mes papiers militaires. Elle tendit calmement sa carte, sans geste brusque. Julien s'en saisit, mais à peine y jeta-t-il un regard. Son attention était ailleurs, sur sa peur mal contrôlée, sur cette voix intérieure qui lui criait « Ne te laisse pas avoir ». Il ne vit ni les symboles, ni le nom. Il ne vit qu'un corps féminin noir dans une voiture qu'il ne jugeait pas à sa place. Sortez du véhicule. Immédiatement. On va faire un contrôle approfondi. Aïssata le regarda sans froncer un sourcil. Vous pouvez vérifier, bien sûr. Mais je suis ici sur ordre du commandement central. Il n'est pas nécessaire d'interrompre. J'ai dit, sortez. Mettez vos mains bien en évidence. Le ton monta. Une tension électrique se fit sentir. D'autres agents tournèrent brièvement la tête, mais ne s'approchèrent pas. La hiérarchie, à ce moment-là, semblait invisible. Aïssata comprit. Elle ne bougea pas encore. Elle haussa légèrement un sourcil, son regard se durcissant à peine. « Agent, vous êtes en train de violer les procédures de contrôle d'une officielle militaire. Vous êtes en train de commettre une faute grave. Reculez. Lisez cette carte. Appelez votre supérieur. » Mais Julien était déjà dans la spirale. Le genre d'escalade où l'ego prend le pas sur la raison.
Il recula d'un pas, les doigts crispés sur la crosse. Puis, dans un geste aussi brutal que désespéré, il dégaina son arme, la pointant droit vers elle. « Je vous ai dit de sortir. Vous êtes suspecte. Je me fiche de vos galons ou de vos discours. » Un silence de mort s'abattit sur la scène. Les autres policiers, figés, observaient, incapables d'intervenir. Un vent glacial soufflait entre les barrières de sécurité. Mais ce que Julien Morel ignorait, c'est qu'à l'intérieur du bâtiment, les caméras de surveillance, positionnées à chaque point stratégique du site, avaient tout capté. La manière dont il avait ignoré les documents d'identification, son ton autoritaire, l'usage disproportionné de la force, et surtout, le canon de son arme pointé sur une femme décorée pour avoir risqué sa vie au service de la France. À peine 2 minutes plus tard, une voiture officielle au gyrophare feutré surgit, traversant les barrières comme un éclair. Elle freina brutalement devant la scène, soulevant un nuage de gravier. La portière s'ouvrit d'un coup sec. Un homme massif, le visage fermé, en uniforme de général, descendit sans un mot. C'était Antoine Carrel, commandant respecté de l'armée, supérieur direct d'Aïssata Dia, et vétéran des mêmes théâtres d'opération qu'elle. Il la connaissait mieux que quiconque. Il ne cria pas. Il n'avait pas besoin de crier. Il se planta avec autorité entre elles et le canon toujours braqué. Son rigard foudroya Morel, dont la main trembla. Abaissez cette arme. Immédiatement. Un silence de morte s'est abattit. D'autres policiers, alertés par l'arrivée du général, commencèrent à s'approcher, mal à l'aise, confus. Vous êtes en train de braquer une héroïne de guerre, une femme dont le nom figure dans des rapports de mission que vous ne comprendrez jamais. Vous êtes en train de salir votre uniforme, celui que tant d'hommes et de femmes portent avec honneur. Morel, blême, baissa lentement son arme. Ses yeux cherchaient un soutien autour de lui, mais n'en trouvèrent aucun. Le général se tourna vers Aïssata avec une douceur rare chez un homme de son rang. « Lieutenant-colonel Dia, veuillez m'excuser pour cette honteuse méprise. Entrez, je vais personnellement superviser la suite de votre mission. » Sans un mot, Aïssata prit ses papiers, descendit du véhicule. Elle ne jeta même pas un regard à Morel. Il ne méritait ni colère ni explication. Juste l'oubli. Le soir même, la vidéo extraite des enregistrements internes circulait dans les plus hauts cercles du pouvoir. Elle arriva sur l'écran du ministre de la Défense, puis celui du ministre de l'Intérieur, qui convoqua une cellule de crise. Le scandale était trop grave pour être étouffé. Une femme noire, officier supérieur, humiliée et menacée sur un site gouvernemental sécurisé par un jeune agent blanc, aveuglé par ses préjugés. Le lendemain, lors d'une déclaration solennelle, le ministre confirma publiquement. L'agent Morel a été relevé de ses fonctions avec effet immédiat pour comportement indigne, usage non autorisé de son arme et non-respect de la hiérarchie interinstitutionnelle. Une enquête administrative est ouverte. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. Une commission d'enquête indépendante fut convoquée, rassemblant des représentants de l'armée, de la police nationale, de la gendarmerie et des autorités civiles. Elle révéla un dossier accablant. Julien Morel n'en était pas à sa première dérive. Plusieurs rapports faisaient état de comportements agressifs, d'interpellations musclées sans justification, de propos déplacés à l'égard de personnes racisées. Des signalements avaient été transmis à sa hiérarchie, restés sans suite. Pourquoi? Parce qu'il était jeune, stressé, ou simplement parce que personne ne voulait faire de vagues. Le système l'avait couvert, jusqu'à ce que ce soit impossible. Quant à Aïssata, elle fut invitée quelques semaines plus tard à témoigner devant l'Assemblée nationale, dans une session exceptionnelle sur les relations entre les forces armées et la police, et sur les discriminations systémiques dans les institutions républicaines. Elle se présenta en uniforme, droite, digne. Les caméras du pays entier retransmirent son intervention. Sa voix était posée. Sa colère, maîtrisée. Je ne demande pas de traitement spécial. Je demande que les règles soient respectées, que les procédures soient appliquées à tous. Je demande qu'on cesse de voir dans la couleur de peau une menace potentielle. Je demande que, quand une femme noire présente une carte militaire, on ne la braque pas. Elle marqua une pause, puis ajouta, les yeux dans ceux des députés. Ce qui m'est arrivé n'est pas une anomalie. C'est un symptôme. Et si nous n'avons pas le courage de le traiter, alors nous préparons des lendemains plus sombres. Ces mots furent salués par une standing ovation transpartisane.
Dans les jours qui suivirent, des pétitions, des tribunes, des émissions spéciales relancèrent le débat sur le racisme institutionnel, le respect entre services de l'État et la formation des forces de l'ordre. Des mois plus tard, Aïssata reçut la Croix de la valeur militaire avec palme, distinction rarement décernée à un officier en poste sur le territoire national. Lors de la cérémonie, elle prononça une phrase simple, mais lourde de sens. Ce que j'ai vécu ce jour-là n'était pas une exception. C'était une alerte. Et tant que nous n'ouvrirons pas les yeux sur les failles, elles continueront de diviser ceux qui devraient se protéger mutuellement. Elle fut applaudie avec une gravité sincère. Julien Morel, lui, tenta de contester la décision. Il engagea un avocat, accusa l'armée de vouloir faire un exemple, parla de « pression politique ». Mais les preuves étaient accablantes, les témoignages nombreux, et le vent de l'opinion irréversible. Il perdit son appel, puis son badge, puis sa voix dans l'espace public. Il disparut. Dans un pays qui, enfin, commençait à ne plus tolérer l'indignité comme un simple excès de zèle.